Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette session matinale intitulée « Mobiliser pour un monde 3.0, zéro exclusion, zéro pauvreté, zéro carbone, sensibiliser autrement à la solidarité internationale ». Donc session organisée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors, la thématique qui nous rejoint aujourd'hui est celle de l'engagement citoyen, de la sensibilisation et de l'éducation, plus particulièrement de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, qu'au ministère on regroupe sous le nom de ECSI, EXI. Donc c'est cette thématique globale qu'on va essayer d'aborder à travers trois enjeux, trois questions qui vont rythmer un peu cette matinée et auxquelles nos intervenantes vont essayer de répondre. La première question, ce sera comment innover pour sensibiliser largement et autrement. Deuxième question, comment favoriser et encourager l'engagement citoyen pour la solidarité internationale. Et notre dernière question sera comment travailler en réseau pour plus d'impact avec les réseaux de l'éducation formelle et informelle. En introduction, je vais peut-être juste reposer un peu le cadre de cette session pour vous indiquer un peu ce qu'on entend par sensibiliser autrement, sensibiliser à la solidarité internationale. En fait, ce que nous, on entend par l'ECSI, l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Les partenaires de l'ECSI, de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, se sont réunis dans un groupe de concertation piloté par l'Agence française du développement et le ministère pour donner une définition un peu concertée. Je vais vous livrer les termes. Donc, l'ECSI, l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, a pour finalité de favoriser la construction d'un monde juste, solidaire et durable, en incitant chacun à s'informer, à comprendre et à agir pour le changement. C'est une démarche sociale et politique dont la finalité est de favoriser la contribution individuelle et collective à la construction d'une société juste, solidaire et durable en s'appuyant sur un processus pédagogique qui se déroule tout au long de la vie. Je pense que cette définition, elle représente bien ce qu'on veut parler en parlant de l'ECSI, un processus qui se déroule tout au long de la vie et qui vise à la construction d'un monde juste, solidaire et durable. Donc on est bien dans le thème global de ce forum Convergence. Sur cette thématique de l'ECSI, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, des engagements forts ont été pris pour affirmer ce soutien, le soutien des acteurs associatifs qui s'engagent dans cette démarche d'éducation et de sensibilisation à la citoyenneté internationale. Et simplement pour reposer le cadre actuel, une loi sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales a été promulguée début août, donc il y a moins d'un mois, et elle reconnaît que la France s'engage et soutient les initiatives des acteurs de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, et elle promeut également des dispositifs de volontariat international dits réciproques. Donc il ne s'agit plus seulement d'aller à l'international, mais aussi d'accueillir des personnes en France qui peuvent et qui pourront être des relais de cette démarche de CSI pour agir sur notre territoire et sensibiliser ensemble. Ce cadre-là, tout cela pour vous dire que ce sont ces ambitions renouvelées qui nous poussent à nous interroger aujourd'hui sur la manière dont on va toucher plus de monde, comment toucher des publics qui sont peut-être moins convaincus, plus éloignés de cette thématique de la solidarité internationale, comment sensibiliser autrement pour arriver à sensibiliser plus largement. Donc c'est ces différentes questions assez vastes que nous allons essayer de nous attaquer aujourd'hui avec nos quatre intervenantes. Donc nous avons Cécile Delalande, directrice d'Arsanima. Bonjour. Bonjour. Claire Ménard, responsable éducation à Commerce Équitable France. Bonjour. Bonjour. Lucie Morillon, directrice études communication plaidoyer à France Volontaire. Bonjour. Et Claire de Souzares, déléguée générale à Engagés Déterminés pour la solidarité internationale. Bonjour. Donc nous avons deux Claires, nous allons essayer de nous en sortir aujourd'hui. Alors on va commencer tout de suite par la première question, le premier thème. Comment innover pour sensibiliser largement et autrement ?
Et je vais tout de suite passer la parole peut-être à Cécile Delalande qui va nous proposer quelques éléments de réponse. Merci beaucoup, bonjour. Merci de m'avoir invitée déjà. Donc, je suis directrice artistique d'Ars Anima. Cette question de sensibiliser largement et autrement, c'est un peu le pulse de ma vie. Moi, j'ai commencé à travailler il y a 27 ans sur la création des pyramides de chaussures contre les mines antipersonnelles pour Handicap International. Et j'avais envie de commencer par ça parce que, à mon sens, c'est le premier événement des ONG. Alors, on était en plein, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait ACT UP qui mettait des capotes sur l'obélisque, on était tous dans la rue. Et les pyramides, ça a été la première fois, on a proposé au public de s'impliquer. C'est-à-dire qu'en fait, les gens venaient jeter une chaussure sur cette pyramide. Donc, on avait cette image très forte au Trocadéro, installée avec ces chaussures qui symbolisaient les pieds voilà, perdus à cause des mines antipersonnelles. Et je pense que la force de cet événement, elle a résidé pour la première fois dans l'idée d'impliquer les gens. Donc on avait au petit matin le gars qui arrivait avec son journal Le Monde et qui jetait sa chaussure et qui repartait, puis la famille qui arrivait après. Et donc on avait évidemment aussi des recueils de signatures. C'était un grand débat qu'on avait avec Jean-Baptiste Richardier, le directeur handicap. Moi je trouvais ça beaucoup moins sexy de prendre des signatures pour aller demander de l'argent. On apprend après que c'est le nerf de la guerre, mais j'étais jeune, j'avais 25 ans. Et en tout cas, pour moi, ce qui était fort, c'était cette idée de début d'implication. Voilà. 10 ans après, j'ai créé donc l'association Ars Anima, qui est une compagnie. On est une espèce de truc à la croisée des chemins, de la culture, de la solidarité internationale. Et tout l'enjeu pour nous, c'était de se dire qu'est-ce qui va faire que les gens vont modifier leur comportement, changer leur regard. 5 ans avant, j'avais pris la coordination d'un collectif d'ONG et on avait créé une exposition au Parc de la Villette qui s'appelait « Un voyage pas comme les autres » sur la question des réfugiés. Et le principe, c'était donc que les visiteurs se glissent dans la peau d'un personnage. Donc on avait l'histoire des Rwandais, des Algériens, etc. Et comprennent qu'être réfugié, c'est pas une partie de plaisir, qu'on quitte et qu'on s'arrache à un pays d'origine et qu'on va avoir tout un chemin de passeurs, de démarches administratives, etc. Ce projet a eu un impact incroyable. Moi, j'étais donc la coordinatrice de cette organisation et on s'est rendu compte que le public vivait des expériences très fortes, très intimes. Il y avait donc de mémoire 10 personnages et donc les gens choisissaient un personnage et très souvent en médiation, à la sortie, on se rendait compte qu'ils nous disaient « mais en fait, c'est mon histoire, ça ». Et au hasard du personnage qu'ils avaient pris, on a eu des gens qui nous ont raconté l'histoire de leurs grands-parents résistants pendant la guerre. On a eu aussi l'histoire de cette femme, moi j'étais très touchée, qui prend le personnage de la chinoise, donc c'était tout ce parcours au contact de comédiens, et qui à l'issue est déboutée du droit d'asile. Et en fait, je l'accueille en médiation ce jour-là, et elle s'effondre en larmes en me disant « mais l'histoire de Van Minh, la chinoise, attention, il m'aime pas, c'était qu'elle quittait la Chine parce qu'elle ne pouvait pas avoir plus d'1 enfant, c'est pour ça qu'elle demandait l'asile à la France, donc elle a été refusée, déboutée, et l'histoire de cette femme, c'était qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant dans sa vie. Donc en fait, c'est une espèce d'alchimie qui nous dépasse un peu, mais en tout cas, c'est la construction d'un scénario, et donc c'est au cœur aujourd'hui de nos principes Ars Anima, donc ça fait 17 ans qu'on monte des projets. Et le principe, c'est d'inviter le visiteur à décaler son regard. Donc c'est pour nous déjà une espèce de début d'acte d'engagement, d'oser, parce que c'est pas toujours facile, donc se glisser dans la peau d'un personnage. Donc pour ça, on a tout un certain nombre de points de mise en situation qui vont aider le visiteur à se décaler et à y aller tranquillement. On n'est pas là pour demander aux gens de se mettre à chanter sur la table. C'est pas l'idée, mais en tout cas, l'idée, c'est de leur dire est-ce que vous voulez jouer le jeu? Alors évidemment, avec les jeunes, ça marche très bien. Mais les parents, quand ils sont avec les jeunes, surtout en France, on est assez cérébral. Je pense que les anglo-saxons sont un peu plus tranquilles sur le sujet, mais nous, c'est pas facile et on a beaucoup de respect pour ça. Et l'idée, c'est d'arriver et d'inviter le visiteur tranquillement à se décaler et à se mettre dans la peau de ce personnage. Un des fondamentaux de cette sensibilisation par l'immersion, c'est la présence de comédiens, la présence humaine. Et là, les visiteurs en sortant vous disent mais jamais on nous regarde dans les yeux et jamais on a 3 comédiens qui pendant 1 heure de temps vont nous regarder dans la profondeur des yeux en nous interrogeant, en nous faisant, voilà, selon les personnages comédiens que les visiteurs vont être amenés à rencontrer. Donc c'est aussi cette alchimie de la rencontre humaine qui est vraiment au cœur du processus et j'insiste parce que on voit beaucoup de projets
de sensibilisation interactive, c'est super, ça a sa place, de manipulation d'objets, de choses techniques, c'est très bien. Mais nous, on revient vraiment à cette notion d'humain, d'imprévisible, de lien humain. Voilà. Parce qu'on sait que c'est au cœur de l'expérience, et d'après tous les témoignages qu'on a, c'est cet imprévu aussi qui fait que le visiteur va vivre quelque chose de fort. Dans nos projets, on fait aussi se déplacer les gens. Aujourd'hui, les neurosciences l'objectivent bien, c'est-à-dire que le déplacement, le mouvement permet d'incrémenter tout ce qu'on a pu vivre voilà, ce qu'on a pu vivre et expérimenter dans différents endroits. Donc pour nous, c'est un des moteurs importants qu'il y ait une déambulation au sein des parcours qu'on crée, et puis bien sûr des décors. De la beauté, parce qu'on croit que la beauté élève l'âme, mais que c'est quand on est dans un environnement, c'est pas parce qu'on parle de thématiques de société qu'il faut toujours être misérabiliste et faire avec du carton des décors. Donc on a cette exigence-là qui nous coûte, qui nous demande d'aller chercher des financements, et en même temps on pense qu'on fait des belles expos sur Star Wars, et pourquoi pas des belles expos sur les thématiques de développement. Donc un des projets, on va peut-être présenter une toute petite, si c'est possible, image, c'était donc on a monté différents projets avec différentes associations. Le dernier en date, c'était Né quelque part, sur les enjeux de développement et de climat, avec 21 personnages dans 7 pays du monde, et une déambulation proposée aux visiteurs d'environ 1 heure, au sein d'un parcours d'un pays donné. Voilà, on vous présente une petite 1 minute. Si ça part. Ça fait du bien, c'est une expo qui fait du bien. C'était top parce que c'était vraiment hyper interactif. Alors, Né quelque part, c'est pas une exposition à venir voir, c'est un moment à vivre en interaction avec les comédiens, dans la peau d'un personnage, d'un pays en voie de développement, une expérience forte, humaine. N'oublie pas que les femmes dans ce pays, si elles sont leaders, les choses vont changer. Hein. Le public sort vraiment ravi, quoi, et on sent qu'ils ont vraiment vécu une expérience. Quand ils sortent, ils nous disent tous « mais j'ai envie de refaire un parcours, j'ai envie de faire un autre personnage, de voyager ailleurs ». On a beaucoup de parents qui viennent avec les enfants, et les enfants se mettent tout de suite dans leur personnage. Ça va marcher de plus en plus, ce mode de sensibilisation par l'expérience. Ça donne du coup vraiment envie aux gens d'en savoir plus et d'aller plus loin, et c'est ça qu'on cherche. J'ai envie de le refaire maintenant, d'enchaîner avec une autre séance et aussi de faire partager à pas mal de personnes. Ça donne envie de faire les autres personnages, vraiment de revenir une autre fois pour essayer dans d'autres pays, dans d'autres continents et découvrir les autres histoires surtout. Donc oui, je reviendrai, c'est sûr. Et toi, où vas-tu naître ? Voilà. Voilà, ça vous donne un tout petit aperçu. Mais donc ça, on a réussi à monter ce projet grâce à l'Agence française de développement qui nous a vraiment accompagnés. Et c'est un projet qui a tourné dans 6 villes de France. Et on a mobilisé à peu près 49 000 visiteurs pendant 4-5 ans. Et avec à peu près 40% de public scolaire. Donc le public scolaire, on est exactement à leur endroit. Il y a de la joie, il y a de la découverte, il y a de l'improvisation. On y va très doucement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs visiteurs par personnage, donc on respecte vraiment la sensibilité de chacun. Je pense que ça, c'est très important, juste pour donner envie d'en savoir plus et d'aller creuser, donner des informations. Donc on a évidemment tout un volet pédagogique qui accompagne la venue du projet. Et je m'arrête là, parce que je parle trop. Merci beaucoup Cécile pour ce témoignage. C'est vrai que la question du lien humain et de l'expérience humaine, de s'engager pour montrer ce qu'il est possible de vivre, c'est très pertinent pour les personnes qui sont en face. Est-ce que peut-être Lucie souhaitait nous dire quelques mots également à ce sujet par rapport à l'expérience de France Volontaire ? Oui, tout à fait. Merci pour la transition, Claire. Et effectivement, je pense que ce qu'évoquait Cécile sur les questions de lien humain, d'incarnation, c'est essentiel. Là, effectivement, moi, je suis là plutôt pour parler du volontariat, qui est une manière de concrétiser l'engagement, de sensibiliser à la solidarité internationale. Peut-être juste un mot sur France Volontaire. Nous sommes la plateforme française de promotion et de développement de tout ce qui est volontariat international, d'échange et de solidarité. Nous sommes une plateforme multi-acteurs qui réunit aussi bien des associations, on a une 40aine d'associations membres de France Volontaire, les pouvoirs publics avec notamment le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, des collectivités territoriales, tous ces acteurs qui font finalement l'écosystème du volontariat.
On a aussi un ancrage fort à l'international avec 24 représentations sur différents continents. Ça nous permet d'avoir des espaces volontariats, comme on les appelle, des centres de ressources, d'information pour les volontaires en mission, pour les volontaires en devenir qui cherchent à s'informer, et puis évidemment la société civile, les pouvoirs publics, etc. Voilà. Effectivement, le volontariat participe pleinement des démarches d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Quand on est volontaire, quand on a la chance d'avoir une expérience de volontariat, on devient un citoyen mieux formé, mieux informé des enjeux, on crée du lien social, on est en capacité d'accroître sa mobilisation sur un certain nombre d'enjeux liés au développement durable. Sensibiliser peut-être plus largement, ça fait écho à la question de l'accessibilité. Effectivement, on a un enjeu d'aller chercher des publics peut-être plus éloignés des opportunités d'engagement. On a pu mettre en place, tester un certain nombre de choses, notamment mettre en place un programme qui s'appelle Ambassadeur de l'engagement citoyen, qui a été travaillé avec les missions locales. Ça nous a permis de nous approcher de jeunes qui avaient envie de créer du sens, qui avaient envie de nouvelles expériences, mais qui ne se posaient pas forcément la question de la solidarité internationale. Donc on a pu les accompagner, les former, leur permettre de vivre une expérience de mobilité et d'engagement à l'international. Et puis au retour, ça faisait partie intégrante de la mission, de pouvoir faire le tour des écoles, des organisations dans leur territoire pour parler de leur expérience, expliquer cet engagement, l'impact qu'ils pensaient avoir pu avoir sur les territoires et ce que ça avait pu aussi leur apporter. Et c'est d'autant plus, on continue à le faire, ces témoignages de pair à pair, ils sont efficaces parce que finalement, surtout quand il s'agit d'un public jeune, on a un registre de communication, des canaux qui sont adaptés et qui permettent de mieux incarner la question de la solidarité internationale. Pour sensibiliser largement, autrement à la solidarité internationale, on œuvre aussi à développer un véritable parcours d'engagement. C'est bien de s'inscrire sur le long terme. On peut commencer par un chantier international quelques semaines, enchaîner sur un service civique pour quelques mois et plus tard dans sa vie aller sur des engagements plus longs ou des engagements en tant que salarié. On y reviendra tout à l'heure, on aura une petite présentation sur la deuxième partie de cette séquence des différents dispositifs qui existent. Mais effectivement, la création d'un parcours d'engagement permet bien d'ancrer finalement cette volonté de participer à la solidarité internationale et d'en faire quelque chose qui dure tout au long de la vie. Claire l'évoquait tout à l'heure, le développement des mobilités croisées permet aussi de mettre en avant ce caractère inclusif de l'agenda 2030, de sensibiliser autrement. Et c'est vrai que le volontariat permet aujourd'hui, dans sa dimension réciproque, d'accueillir en France des volontaires de pays qui accueillent eux-mêmes des volontaires français. La loi sur le développement solidaire qui vient d'être adoptée va ouvrir un autre dispositif encore à la réciprocité, ce qui va permettre d'accroître les chiffres et de poser de véritables ambitions. Mais effectivement, ces volontaires, ils participent de l'ouverture au monde, ils participent de cette éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Il y a un vrai enjeu d'interculturalité dont on voit que ces volontaires font évoluer les choses dans un certain nombre de missions. Ce qui est important aussi, c'est de faire coïncider l'intérêt pour un sujet spécifique d'un citoyen ou d'une citoyenne, son envie de s'engager sur une thématique, et puis une action concrète, c'est-à-dire on s'intéresse au climat, on s'intéresse aux questions de genre, comment je fais pour sauter le pas, pour aller sur quelque chose de vraiment concret. Donc on essaie d'accompagner les volontaires sur le fait de bien comprendre leur contribution aux objectifs de développement durable. Ça peut paraître un peu loin parfois quand on est dans des missions très concrètes sur le terrain, mais ça a le mérite d'être une grille de lecture commune. C'est important qu'ils comprennent ce à quoi sert leur mission, et les missions, elles sont travaillées, j'y reviendrai plus tard, avec les partenaires locaux, avec la volonté d'avancer concrètement sur un certain nombre de sujets. Juste pour vous donner un exemple, on a un projet européen qui s'est terminé récemment qui s'appelle Terreau, qui
est destiné à renforcer la résilience des communautés oasiennes dans plusieurs pays du Maghreb, Maroc, Mauritanie, Tunisie, par rapport aux questions de changement climatique. Et ce projet, il est travaillé grâce à l'implication des jeunes. Ils sont sensibilisés à ces questions-là, ils deviennent acteurs du projet et on travaille avec l'implication de volontaires internationaux, mais surtout avec l'implication de volontaires nationaux dans une logique de binôme. Les partenariats, évidemment, sont au cœur de l'expérience de volontariat. Les missions de volontariat, elles sont travaillées, je vous le disais, avec les partenaires. Hein. L'idée, c'est vraiment d'une co-construction, de répondre aux défis du terrain. On a récemment publié une étude sur la contribution des volontaires à l'agenda 2030. N'hésitez pas à aller la consulter sur le site de France Volontaire. Et cette étude montre que le volontaire est vraiment une pierre angulaire de cet écosystème du volontariat que j'évoquais, entre structure d'envoi, structure d'accueil, pouvoir public, communauté locale. Chacun a des logiques de fonctionnement un peu différentes et le volontaire qui est vraiment au cœur des communautés permet de traduire un peu ces différentes logiques et de créer du sens. Le volontariat, c'est aussi un levier de coopération de territoire à territoire. Et il y a des formes assez innovantes de volontariat, d'engagement qui ont pu être travaillées dans le cadre de la coopération décentralisée. Par exemple, il y a des choses qui se font avec la région Centre-Val de Loire autour de Histoire internationale. Il y a un projet intéressant entre la ville de Lille et Saint-Louis au Sénégal, avec mise à disposition échange de volontaires, un volontaire lillois sur place, un volontaire de Saint-Louis ici, pour travailler, ancrer la coopération de territoire à territoire. Ça permet aussi, pour ceux qui souhaitent s'engager, de mieux comprendre comment un engagement là-bas a du sens ici pour le quotidien. Peut-être, et j'approche, je regarde juste où on suit, peut-être aussi, ce qui est important à avoir en tête, c'est que pour sensibiliser et accompagner l'engagement vers la solidarité internationale, ce qui est important, c'est d'assurer un accompagnement des personnes qui s'engagent. On ne lance pas les gens comme ça dans la nature. Il y a une formation avant le départ pour le volontariat, en lien avec le pays d'affectation. Ensuite, il y a tout un accompagnement par nos équipes sur place, du volontaire, du partenaire, pour faire en sorte que la mission soit menée dans les meilleures conditions, s'adapte si besoin. Et au retour, on essaie d'accompagner aussi le retour. Alors c'est vrai que ces derniers mois, avec la crise sanitaire, on a été confronté à un certain nombre de défis. On a dû s'adapter, on a fait des choses en ligne, on a créé aussi des webinaires d'information orientation qu'on faisait plutôt en présentiel, on les a passés en distanciel et finalement ça nous a ouvert aussi de nouveaux publics qui seraient pas forcément déplacés mais qui se sont connectés. Donc ça c'est intéressant. On a basculé certaines missions où des partenaires ont pu expérimenter des choses avec le e-volontariat. Bon, ça remplace quand même pas le lien local et la présence sur le terrain, mais il y a des synergies qui peuvent se mettre en place. Et puis parfois, on a aussi nos collègues de terrain dans l'espace volontariat n'hésitent pas à mettre en place des espaces volontariat mobiles pour aller dans les différentes régions. Nos volontaires sont loin d'être basés dans les capitales. Et peut-être un dernier mot, il existe aussi des appels à projets qui permettent à la fois aux associations ou aux jeunes de leur donner les moyens et l'accompagnement pour monter des projets en lien avec la solidarité internationale et concrétiser cet engagement. Je ne sais pas si Claire a prévu de parler des appels à projets jeunesse de la DECT, mais les projets que j'évoquais en coopération décentralisée tout à l'heure ont été rendus possibles grâce à cet appel à projets. Il y a aussi le FONGEP qui avait lancé l'initiative pour la solidarité internationale. Et puis, il y a un très beau projet, mais j'en dirai pas plus, Claire pourra en parler. Il y a un très beau projet qui s'appelle Le Pied, qui est porté par EED et dont nous sommes très fiers d'être partenaires. Voilà, je m'arrête là, merci. Merci Lucie. Le volontariat, effectivement, c'est un des moyens pour sensibiliser largement à travers l'engagement du volontaire. Et bonne transition peut-être sur cette question d'appel à projet qui permettent aux jeunes de s'impliquer directement. Claire, donc de Souzarès, d'Engagé Déterminé, peut-être que vous pouvez en dire un mot sur cet appel à projet.
Merci Claire, merci Lucie d'introduire le pied. Du coup, juste peut-être pour vous redire un mot, Engagé Déterminé, on s'appelait avant Étudiants et Développement, peut-être que vous nous connaissiez sous ce nom-là. On est le réseau d'associations de jeunes et d'étudiants qui mènent des projets de solidarité internationale. En 2018, on publiait déjà un guide qui s'appelait Agir en France pour faire de la solidarité internationale. Je vous le conseille vraiment, il est très accessible, il est fait pour du tout public, parce que notre enjeu à EED depuis plus de 30 ans, du coup, notre existence, c'est d'accompagner des jeunes dans un parcours d'engagement qui est du départ en collectif, en groupe étudiant ou en groupe jeune à l'international, jusqu'au projet ici qui va essaimer et qui va transmettre aussi ce qui a été vécu et aussi qui va pouvoir essaimer en termes d'apprentissage et d'éducation à la citoyenneté. Notre logique de travail avec les associations de jeunes, basées dans toute la France, c'est de faire prendre conscience des enjeux internationaux, de les amener à les décortiquer et ensuite de passer à l'action. Et c'est comme ça, en tout cas, que nous, on décline l'action de CSI à EED. L'idée de l'ECSI, c'est de le faire avec des jeunes, c'est d'avoir cette logique pair à pair, qu'ont beaucoup mentionné en tout cas mes collègues autour de moi, parce que ça a beaucoup plus d'impact quand un jeune de moins de 30 ans, donc nous c'est vraiment la définition des jeunesses qu'on a à EED, du 15-30 ans, va pouvoir mobiliser les mêmes éléments de vocabulaire, parce qu'ils sont de la même génération, ils parlent les mêmes choses, et va pouvoir prouver, par son témoignage et par son action lui-même, de sensibiliser autrui, que c'est possible, que tout le monde peut passer à l'action par un parcours d'engagement. Ce qui est intéressant à EED, c'est que souvent, des jeunes qui sont passés par le réseau vont finir par nous dire « En fait, moi, je suis arrivé pour faire de la solidarité internationale et j'ai découvert le CSI. Et finalement, le CSI, c'est beaucoup plus ce qui m'intéresse parce que ici, sur mon territoire, autour de moi, je peux sensibiliser autrui. » Et ça, c'est assez fantastique quand on a ce genre de retour, en tout cas, des jeunes qu'on accompagne. Voilà, on considère qu'on a réussi notre mission quand on a ce genre de retour des jeunes qu'on accompagne dans toute la France. Pour cela, on a un appel à projet qui s'appelle le PIE, le prix d'initiative engagée déterminée, qui est une édition qui existe du coup depuis 12 ans maintenant. Chaque année, donc des associations étudiantes, jeunes ou des collectifs de jeunes, donc un collectif c'est à partir de 2 personnes, c'est assez simple, peuvent candidater et être accompagnés pour monter eux-mêmes leur projet d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. C'est dépasser un peu les cadres, on leur laisse un grand champ d'expérimentation et ils sont soutenus et accompagnés pour pouvoir eux-mêmes découvrir des outils de CSI qui existent et après pouvoir créer le leur. Cet appel à projet, il est coporté avec Solidarité Laïque et France Volontaire, comme l'a mentionné Lucie. Il est soutenu par l'Agence française de développement et aussi par la mairie de Paris. Et on a vraiment réussi sur 12 ans à travailler la qualité de l'accompagnement et à se rendre compte que en laissant le champ expérimenter, en laissant les jeunes expérimenter complètement, on a des projets encore plus créatifs que si c'était nous-mêmes qui les pensions en tant que professionnels de la solidarité internationale, parce qu'il y a cette grand dynamisme, cette envie en tout cas de tester et d'expérimenter. Je vais vous donner 3 exemples, en sachant qu'il y a un site entier sur l'appel à projet du PIE, je vous invite à le regarder avec des vidéos des lauréats et donc ça vous donnera encore plus, en tout cas, les témoignages aussi des jeunes qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Le premier, c'est un premier prix qui a été lauréat l'année dernière, qui est un concours de talent par l'association Mouvement des étudiants et des jeunes comoriens de Lyon, qui a souhaité allier la volonté d'épanouissement personnel des jeunes avec la question aussi de donner du sens par l'art. Et donc, ils ont choisi de faire un concours de talent engagé en se disant on peut... en tout cas valoriser les savoir-faire en parlant des problématiques de société des jeunes. Donc le concours de talent a lieu dans 1 mois. Je fais un petit peu de pub à Lyon si jamais vous avez envie d'y participer. Et donc c'est super intéressant en tout cas sur l'alliance entre art et pratique artistique des jeunes et porter des messages aussi engagés. Un autre prix, et il y avait des personnes qui l'ont présenté hier dans le cadre du programme Génération Climat, c'est une association qui s'appelle Génération Lumière, qui est une association franco-congolaise, qui a obtenu un prix du PIE donc il y a 2 ans, sur un projet de théâtre sensibilisation sur l'exploitation des mines au Congo, par rapport à ce qui compose nos téléphones mobiles. Et donc je peux vous assurer que quand un jeune qui a travaillé cette thématique-là vous dit « Vous avez quoi dans la poche? Vous avez tous un téléphone? Vous savez comment on en est arrivé à ce bout que vous utilisez au quotidien ?» Et bien ça fait quelque chose et en général ça produit beaucoup d'envie et de réaction et d'envie de passer à l'action par la suite. Un autre exemple, c'est l'association ACU, qui a été aussi lauréate du premier prix la même année que Génération Lumière, qui a créé une appli immersive pour faire entendre la voix des populations autochtones en Amazonie. Voilà, c'est un projet qui a aussi
été suivi, accompagné sur l'aspect du coup technique, mais qui est super intéressant aussi pour s'immerger et puis être sensibilisé aux difficultés ou à la déconstruction de la forêt amazonienne en tout cas. Et ça va de l'escape game sur les droits humains et sur les droits des enfants au Congo un jeu de piste sur la thématique de l'eau en croisant différents pays. Et là, c'est ce qui est super intéressant, c'est que vraiment, les assos jeunes et étudiantes, c'est leur projet, elles vont le suivre et elles vont être accompagnées pour le développer. Et c'est vrai qu'ils vont tout de suite aller vers un choix et un format très participatif, très immersif, parce que c'est aussi ce qui les a amenés souvent à s'engager et c'est ce qui va leur donner envie eux-mêmes de devenir des acteurs de sensibilisation. Et là, on voit la capacité d'innovation des jeunes sur le pair à pair. Vraiment, pour nous, ça permet de dépasser le sentiment d'impuissance. Vous savez, quand on vous parle d'inondation, quand on vous parle de la terre qui brûle, en fait, on peut très vite se sentir, ok, mais je fais quoi en fait ? Et en fait, le CSI, le but, c'est vraiment d'être sensibilisé et de se dire, ok, on va parler ensemble de ce qu'on va pouvoir faire. Est-ce que toi, à ton échelle individuelle, tu vas pouvoir faire ? Ou vers quel type de collectif, ou vers quel type d'engagement sont ouverts pour que tu ailles plus loin, en tout cas, dans cet engagement-là. Le parcours AED fait que la majorité des jeunes qui passent vont capitaliser sur toutes les techniques d'animation et d'éducation à la citoyenneté et vont réussir à le mobiliser par la suite dans leurs engagements bénévoles, dans leur parcours de formation et dans leur milieu professionnel. Et donc, souvent, on fait des jeunes professionnels qui sont en capacité d'allier thématiques internationales et des moyens d'en discuter et de les mettre en discussion, ce qui est assez fort. Peut-être une dernière chose qui me semble importante de vous parler, la solidarité internationale, elle ne s'est pas arrêtée en temps de crise. Et surtout, je pense que ça a été, dans une certaine mesure, une opportunité pour les collectifs jeunes et étudiants de réfléchir à ce qu'ils allaient pouvoir faire de leur projet sans complètement l'arrêter. En ce sens, du coup, EED a développé une production qui est en train de sortir en ce moment. La première vidéo est sortie hier, je vous invite à la regarder, sur comment les jeunes ont vu et vécu la solidarité internationale en temps de crise. Et je vais faire un zoom sur un des premiers apprentissages, c'est la transformation de leur projet à l'échelle locale. Et donc, comment on peut sensibiliser ici. Pour nous, l'objectif, c'est vraiment de mettre en lumière le savoir-faire et la capacité d'adaptation face au changement de la société, au changement du monde des jeunes générations. Et donc, on a remarqué que parmi toutes les associations qui ont été interrogées et suivies dans le cadre de ces un an, il y a 4, en tout cas, pistes de développement qui sont orientées parce qu'ils ne pouvaient pas partir mener leur projet à l'international. La première, c'était de coupler le projet initialement prévu, par exemple en Indonésie, avec un projet en France. Donc c'est l'exemple d'une association nantaise qui devait aller travailler sur les questions de littératie, de lecture en Indonésie, qui a travaillé avec une asso locale à Nantes pour travailler dans un quartier politique de la ville sur l'accès à la lecture pour des jeunes enfants. Donc voilà, ils ont réadapté ça pendant la crise sanitaire pour aussi occuper les jeunes enfants qui ne pouvaient pas tous aller à l'école en tout cas. La deuxième, c'était d'accompagner des projets locaux déjà existants. Là, on va être sur des engagements un peu plus connus, mais qui vont être d'aller participer à une maraude, un soutien, par exemple, linguistique avec des populations réfugiées. Donc ça, c'est vraiment, on remobilise, on avait de l'énergie, on était disponible et on était prêt à s'engager. Donc on soutient un projet préexistant. La troisième, c'est créer un tout nouveau projet. Et il y en a certains qui l'ont fait beaucoup sur la question de la précarité alimentaire des étudiants, puisque c'était leur père. Donc plusieurs ont réorienté leur projet étudiant là-dessus. Et le dernier, c'est des actions de CSI complètes, où ils se sont dit on devait travailler sur cette thématique-là, et donc on va utiliser le temps qu'on a disponible pour investir la même thématique, la creuser et développer notre outil de CSI, parce que cette thématique, on doit en parler dans notre fac, on doit en parler dans notre ville, et on doit en parler à nos proches et au grand public. Ce qu'on trouve significatif à EED, c'est que au vu de l'urgence climatique, sociale de manière générale, les jeunes, à l'issue de cette période de réadaptation, ils disent que le CSI, en fait, ça va devenir une part plus importante de leur projet et qu'en fait, ils vont l'investir de manière beaucoup plus significative. Et donc, c'est un pari réussi, en tout cas pour eux, de se dire qu'ils peuvent agir autrement auprès du grand public. Et vraiment, je vous invite à écouter en tout cas leurs vidéos parce que c'est super inspirant et ça donne vraiment envie de se dire on peut tous passer à l'action demain avec plein de méthodes innovantes. Merci. Merci beaucoup Claire pour ces exemples très inspirants. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on a dans notre téléphone. Donc parfois les projets des jeunes permettent de s'en rendre mieux compte. Je vous propose à la fin de cette première séquence de passer une petite série de questions, si vous en avez.
l'occasion pour vous de revenir sur cette thématique. Donc, comment innover pour sensibiliser largement et autrement? On a eu beaucoup d'exemples. Le lien humain, l'expérience humaine, qui est un des moyens, des éléments les plus parlants. Le volontariat, les appels à projets, tous ces éléments permettent de sensibiliser différemment. Et donc, si vous avez des questions à ce moment-là, n'hésitez pas. On prendra une deuxième salve de questions à la fin de la deuxième séquence et une dernière à la fin de la dernière séquence. Donc, à vous la parole. Madame de la Lande, est-ce que dans l'espace, si vous voulez, Oui, François Galland, donc je m'occupe notamment des programmes de volontariat du groupe Crédit Agricole. J'ai une question sur ce que vous avez montré à l'écran. Avez-vous pensé à associer des enfants, adolescents, migrants non accompagnés en France qui sont pris en charge par les structures éducatives, l'ASE, pour justement illustrer ces exemples pays? Alors en fait, ce que j'ai pas dit, c'est qu'effectivement toutes les histoires que les visiteurs sont amenés à vivre, c'est des histoires vraies, donc des témoignages qu'on va récolter. Et donc selon les parcours, selon les histoires qu'on veut faire vivre, effectivement on intègre, là par exemple notre prochain projet s'appelle 24 heures de la vie d'une femme, 6 parcours de femmes dans le monde sur différents continents, et on raconte le parcours d'une jeune femme migrante qui part non majeure du nord Nigeria, de Kano, qui va traverser la Méditerranée, qui va arriver sur notre territoire. Donc là, on donne pleinement la parole à une histoire de femme dans ce contexte-là, d'enfants mineurs. Et c'est son histoire de vie qu'on relate. Et donc on invite les visiteurs à se mettre dans la peau de ce personnage-là. Bonjour, merci. Pierre Rousti du département des Hauts-de-Seine, de la direction de l'éducation et de la citoyenneté. Et donc je suis très très intéressé bien entendu par tout ce que vous faites. Moi j'ai une problématique, c'est que je m'adresse à des mineurs, et donc à des collégiens. Et c'est assez difficile de trouver des petites expériences d'engagement. Donc dans le cadre bien sûr de la sensibilisation à la citoyenneté avec des mineurs, parce que forcément on ne peut pas leur faire la même chose, enfin il y a des normes de responsabilité différentes. Donc je voulais savoir si, au-delà de la sensibilisation, et pour laquelle je suis tout à fait intéressé, parce que ça fait partie de nos objectifs, nos 3 axes, c'est la persévérance scolaire, la citoyenneté et le bien-être. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire comme mini-expérience, puisque vous avez parlé de mobilité, j'y crois beaucoup, parce que c'est vrai que la leçon un petit peu descendante, même la sensibilisation, même avec des moyens un peu interactifs, sympathiques, c'est bien, mais ça ne s'inscrit pas dans un parcours un peu sur l'année scolaire qui doit, à un moment donné, passer par un peu d'action. Voilà. Merci. Je ne me suis pas encore exprimée et votre question déborde un peu sur le deuxième axe, mais en tout cas, j'ai des éléments de réponse pour vous, par exemple, enfin des exemples en tout cas. Pas de spoiler. Non, oui, peut-être rapidement. Même chose, on va en parler un peu tout à l'heure, mais alors pour un public collégien sur des mobilités internationales, c'est effectivement un peu plus compliqué, mais on a des chantiers internationaux qui sont possibles dès 15 ans. Notre partenaire et membre de France Volontaire Co-Travaux propose ce genre de choses, soit des chantiers internationaux, soit des dispositifs JSI, VVVSI, avec des expériences qui peuvent être en collectif. Qui se préparent, qui se montent, parfois en financement autonome, parfois avec des soutiens de l'État si le dossier est accepté. On le verra dans le petit film tout à l'heure. Je me pose également la question de savoir si c'est possible de faire partir en volontariat un enfant avec un de ses parents, en fait, pour faciliter justement cette norme respective. Ouais, non, on peut proposer du volontariat. Il y a des départs qui se font en famille, mais généralement ce sont des adultes qui sont impliqués dans la mission de volontariat en tant que telle. Mais bon, je ne sais pas si côté ED. Non, peut-être pour dire rapidement, du coup, nous on a un public qui est principalement étudiant et jeune, mais c'est vrai que du coup l'appel à projet du pied, on l'a ouvert à partir de, en fait, aux jeunes mineurs, parce que notamment il y a des jeunes mineurs qui se structurent en junior association, qui leur permet d'expérimenter déjà la construction et l'expérience de vie associative. Et donc de eux-mêmes bâtir leur projet qui peut aller d'un départ qui va être 2 ans après parce qu'il va falloir d'abord l'organiser, le prévoir. Et en fait, c'est ça le parcours d'engagement à construire. Donc c'est plutôt un dispositif qui peut intéresser les jeunes. Et pour moi, faire de l'ECSI sur une année avec des collégiens, c'est tout à fait possible.
ce que je recommanderais en tout cas, c'est de l'inscrire vraiment dans un processus. Le premier, c'est de vivre. Il faut, avant de faire le CSI, vivre une expérience de CSI immersive. Et il y a plein d'outils qui peuvent être animés très facilement. On a une banque d'outils aussi disponible sur notre site, dont des acteurs éducatifs peuvent très facilement s'emparer. Et ensuite, d'amener les jeunes à se dire, OK, quelle thématique vous avez envie de traiter et comment vous avez envie vous-même de devenir acteur de sensibilisation. Parce que même au collège, je pense qu'ils nous surprendront et c'est déjà le cas. Voilà. À partir de quel âge? Alors nous, du coup, on ouvre l'appel à projet à des collectifs, donc il faut juste qu'ils soient structurés en association, maison des lycéens, club d'un établissement. C'est possible de candidater à l'appel à projet du pied depuis maintenant 1 an. Donc ça, c'est une grande victoire. On n'a pas encore eu de lauréat mineur, mais c'est vraiment notre objectif, on y travaille. Et du coup, l'enjeu, c'est aussi de faire découvrir quand même. Souvent, pour des jeunes mineurs, l'appétence de l'international est très très fort, mais même chez des étudiants, je peux vous rassurer. Donc c'est pour ça qu'on y va aussi par étapes de sensibilisation. Et peut-être préciser aussi que ce qui est intéressant dans le cadre des chantiers, c'est que parfois on travaille avec des jeunes en France, des jeunes dans un autre pays qui construisent ensemble leurs projets, et ensuite il y a la dimension échange. Voilà. Sur ces questions d'engagement, on pourra effectivement approfondir dans la deuxième séquence qui fait la transition. Peut-être sur la première, s'il y a encore des questions sur cette question d'innover, sensibiliser autrement. Bonjour, Maïder Piola, je travaille avant chez Destin Commun, qui est un think tank qui se renseigne sur justement les questions de migration, d'environnement et de démocratie. Bref, ma question, c'est en fait sur l'évaluation d'impact de vos actions. J'ai travaillé il y a un petit temps à Amnesty International. J'ai fait des ateliers de sensibilisation sur les questions, peut-être pas de solidarité internationale, mais sur la migration. Et je me suis toujours posé la question à savoir, en fait, comment est-ce que j'évalue réellement le changement de regard? Et je trouve que c'est très difficile de travailler dans des indicateurs, parce qu'en fait, c'est une donnée qui est très peu palpable, mais il y a réellement un besoin de progression, en fait, et de savoir si ce qu'on fait et ce qu'on met en place n'est pas seulement biaisé par notre propre engagement et notre propre enthousiasme. Et donc, je voulais savoir si vous aviez, en fait, réfléchi à ces questions-là et réfléchi à, en fait, être des indicateurs quantifiables ou même qualifiables, je dirais, parce que parfois le qualitatif peut servir. Voilà, voici ma question. Merci. Je peux y aller? Ouais. Vous avez dit vous avez quasiment tout dit. Effectivement, on se pose la question, je pense que les collègues aussi, c'est quelque chose qui nous anime beaucoup. Nous, de notre côté, ce qu'on a fait, donc on a divers dispositifs éducatifs qui sont mis en œuvre, et on travaille en fait avec des acteurs de la recherche qui nous accompagnent dans la construction effectivement de ces indicateurs. Parce que c'est qu'est-ce qu'on mesure, quoi. Enfin, quelque part, c'est ça la question. Comment on le mesure aussi? Parce que quand on parle d'engagement, c'est souvent du moyen ou du long terme. On veut voir si ça a des effets pérennes. Or, c'est compliqué. Enfin, on n'a pas la capacité de faire du suivi de cohorte. On n'est pas l'INSEE, quoi, quelque part. Et résultat, ça pose énormément de questions. Après, nous, on essaye de ramener ça à des micro-questions, quelque part, pour que ce soit faisable avec nos moyens. Et pour répondre en termes d'indicateurs, nous on travaille beaucoup avec des outils de la psychologie sociale en fait, qui étudient les changements de comportement, les intentions. Donc il y a des indicateurs préexistants qui sont beaucoup issus en fait des enjeux autour de l'écologie. Qu'est-ce qui va générer un éco-geste? On a essayé de s'inspirer de ça pour créer nos propres indicateurs d'une façon similaire. Donc, est-ce que ça crée une intention d'action? Est-ce que ça crée une appétence pour un sujet? Est-ce que ça crée aussi une proximité perçue avec une thématique? Est-ce que je me sens proche de cette thématique? Est-ce que je l'investis? Et aussi de penser les modes d'action qui suivent, pas uniquement selon notre prisme à nous. Moi, je représente les acteurs de commerce équitable, mais quand on mesure l'effet que ça a, on ne va pas juste vérifier qu'est-ce que vous pensez du commerce équitable, mais on va aller voir est-ce que vous avez rejoint une campagne de boycott? Est-ce que vous avez un intérêt pour l'alimentation locale, bio, durable? Enfin voilà, on va chercher des thématiques un peu connexes en se disant qu'il y a effectivement un lien avec ça. Mais c'est super compliqué. On ne va pas se voiler la face. C'est extrêmement cher aussi. C'est un coût énorme de coordination, de payer des chercheurs, d'aller chercher les associations locales qui vont aller chercher les classes ou les groupes de jeunes qui vont passer une demi-heure à passer le questionnaire, enfin à expliquer la démarche, expliquer le questionnaire, passer le questionnaire, traiter le questionnaire. C'est un coût très important. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête avant de se dire je vais mesurer l'impact à long terme de mon dispositif, quoi. Voilà, rapidement.
je peux dire 2 mots super rapides. Nous, à EED, on a travaillé sur 2 choses. On a fait une étude d'impact des 10 dernières années sur les effets qu'on produit chez les parcours d'engagement des jeunes, sur notre place dans le secteur, enfin sur différentes questions en tout cas. Et ressort en tout cas quelques éléments d'apprentissage. Et donc, bon, l'étude, elle a été soutenue par le F3E. Il y a eu des consultants qui ont travaillé dessus parce que c'est un temps super long. Et on est sur 10 ans d'engagement avec des jeunes qui se sont engagés en 2010, d'autres en 2015, qui ont pris des responsabilités, qui ont été lauréats du pied. Donc ça, je pourrais redonner un petit peu des éléments si ça vous intéresse plutôt à la fin. Et on a aussi développé un dispositif de suivi-évaluation qui est plutôt animé par l'équipe salariée opérationnelle de l'association annuellement, qui collecte les transformations qualitatives chez les jeunes qu'on accompagne, comment on transforme l'esprit critique. Autant vous dire que c'est compliqué, en tout cas, de le faire. Mais on a développé plusieurs outils, soit début, fin d'un temps d'animation pour mesurer le changement. Et on a toute une théorie de changement qu'on essaye d'analyser chaque année avec de la matière par rapport aux axes de changement auxquels on souhaite contribuer, engager, déterminer. Donc c'est encore, j'ai envie de dire, un working process. Enfin, vraiment, on met du temps et c'est aussi une culture de travail qu'on travaille en équipe pour essayer de se dire ok, il faut quand même qu'on arrive à mesurer ce qu'on fait. Donc voilà, il y a quelques éléments là-dessus qui sont aussi disponibles sur notre site et de manière générale, mais c'est un vrai challenge pour nos organisations. Ouais, je veux bien compléter également. Merci pour cette question qui est effectivement très intéressante. On a lancé à France Volontaire un programme d'études pour mieux mesurer l'impact social du volontariat, pour aller justement au-delà du ressenti des acteurs du secteur qui pensent tous que c'est absolument formidable. Donc on a fait cette première étude sur la contribution des volontaires aux objectifs de développement durable. Et on a testé en fait certains indicateurs pour voir ce qui pouvait fonctionner, pas fonctionner. On a choisi une entrée par un ODD tout en sachant qu'ils sont évidemment tous interconnectés et on teste des choses, on a des méthodes qui se sont mises en place, donc ça c'est pour le lien avec les ODD. On a des études qui ont été menées aussi il y a quelques années et qui mériteraient d'être un peu rafraîchies sur justement ce que font les volontaires une fois qu'ils sont rentrés de mission. Effectivement, il y a un pourcentage important qui se réengage, parfois à l'international, mais beaucoup aussi sur le territoire français. Donc ça c'est intéressant de voir que c'est pas juste un one-shot, mais qu'on est dans une logique de développement de parcours. Et puis peut-être de manière plus personnelle, parce que c'est vrai que le changement de regard, c'est peut-être pas l'aspect principal que l'on mesure dans ces types d'études-là, mais on a un accompagnement au retour des volontaires qui se travaillent avant sur le terrain, et puis on fait des entretiens avec des grilles de questions pour essayer justement de mesurer l'impact qu'ils pensent avoir eu sur le terrain, l'impact que ça a eu sur eux, la manière dont ils appréhendent le monde, la solidarité internationale. On fait aussi, sur certains projets, remplir la même chose aux partenaires locaux, aux structures d'envoi et d'accueil. Et puis, sur des projets spécifiques, je parlais tout à l'heure d'ambassadeurs de l'engagement citoyen, on a aussi une étude de capitalisation qui a démontré que, en suivant le parcours de ces jeunes après le volontariat, que c'était vraiment une expérience qui est un catalyseur d'insertion socio-professionnelle. Voilà, mais ça reste des choses qu'il faut continuer à travailler. Et puis il y a toujours la double dimension de qu'est-ce que ça change pour l'individu, qu'est-ce que ça change pour les structures impliquées dedans, qu'est-ce que ça change pour les communautés ici ou là-bas. Donc c'est effectivement, ça demande des moyens, ça demande une logique de suivi de cohorte qu'on va remettre certainement au cœur de notre activité. Et j'aurais pu enlever mon masque en fait. Merci. Donc effectivement, la question c'est quelle suite donner à cette démarche de sensibilisation à la solidarité internationale, ce qui peut notamment se traduire par l'engagement citoyen, l'engagement volontaire, et donc je fais la transition avec la deuxième partie. Puisque donc mieux sensibiliser, c'est donner la possibilité aux jeunes de s'engager. Pour le ministère, c'est aussi un élément essentiel de notre politique de coopération avec les autres pays. Donc sur cette question de l'engagement volontaire, l'engagement citoyen, je redonne la parole à Lucie, peut-être de France Volontaire. Tu avais une petite vidéo peut-être. Oui, peut-être juste un petit mot d'introduction à la vidéo, puis je vais aller assez... Ah oui, merci. Je pense que j'ai l'impression que ce masque est greffé. Je vous remercie. Oui, c'est pas faux. J'ai déjà évoqué certains aspects, donc je ne vais pas forcément y revenir, mais effectivement... Elle est lancée. Bon,
Alors voilà, très bien. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, juste on parlait tout à l'heure de développement de parcours d'engagement tout au long de la vie. Effectivement, il y a une multitude de possibilités en fonction de votre âge, en fonction de votre disponibilité. Est-ce que vous êtes étudiant, salarié, lycéen? Est-ce que vous êtes intéressé par un sujet en particulier? Parce que les missions de volontariat, on en fait sur la santé, sur l'éducation, sur eau et assainissement, insertion sociale. Enfin, il y a un vaste panel de possibilités. Et donc, on a coutume de dire à chacun son volontariat. Donc je vous laisse peut-être regarder la vidéo pour voir tout ça. C'est une version très courte, il y a une version un peu plus longue sur le site de France Volontaire. Alors j'espère que vous allez bien voir. Je pensais qu'on aurait un écran un peu plus grand. Si jamais derrière vous ne voyez pas, n'hésitez pas à vous rapprocher. Hein. Voilà, il y a une version un petit peu plus longue sur le site internet de France Volontaire et sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. En tout cas, ça vous montre quand même la diversité qui existe en termes de dispositifs. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu un fort engouement des Français pour l'engagement, pour les missions à l'international. On avait mené une étude il y a 2-3 ans avec Courrier International, une enquête d'opinion, qui nous a montré qu'un tiers des Français souhaitaient s'engager dans une mission solidaire à l'international, et ce pourcentage grimpait à 40% quand on visait les moins de 35 ans. Donc c'est quand même énorme. On a quand même un défi aujourd'hui qui consiste en un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y a plus de gens qui veulent partir que de missions disponibles, et ça c'est un vrai sujet. On a travaillé dans le cadre de la loi sur le développement solidaire aussi à faire reconnaître le volontariat comme un levier de développement, à poser des ambitions aussi de développement, et l'ouverture du volontariat de solidarité internationale à la réciprocité permet d'avoir
d'avoir ces ambitions-là, mais il y a un vrai sujet autour de ça. Et puis peut-être, vous le verrez dans la version longue de la vidéo, c'est quelque chose qui ressort de manière assez importante. On a vraiment besoin de se poser les bonnes questions avant de choisir un type de volontariat. Là, ce sont les dispositifs qu'on vous a présentés. Parfois, les gens peuvent partir hors dispositif sur des missions directement proposées par des associations sur le terrain, mais il y a toujours un risque sur la qualité. L'important quand on s'engage, c'est de s'engager dans un volontariat responsable, éthique, de qualité. Et ça, France Volontaire, avec nos membres, on est très très attentifs à ces questions-là. Il y a énormément de... Vous pouvez trouver des offres sur Internet d'organismes plus ou moins connus. Il y a des business qui créent autour de cette envie d'engagement solidaire. On peut vous proposer de payer beaucoup d'argent pour aller sur des missions pour lesquelles vous n'avez pas de compétences à l'autre bout du monde. Au mieux, certaines de ces propositions, au mieux, ont très peu d'impact sur les communautés et sur les volontaires. Au pire, des effets néfastes. Et nous, on essaie de sensibiliser énormément les volontaires en devenir. C'est un travail qu'on mène à France Volontaire ici et dans les pays. Il y a comment dire, on se pose, quand il faut se poser les bonnes questions, c'est aussi pour construire un projet, ça se décide pas du jour au lendemain. On parle souvent de la règle des 5 minutes. Si vous allez sur Internet et que vous êtes capable de trouver un projet de volontariat en 5 minutes, c'est qu'il y a un problème. Il faut se demander quel impact on va avoir, est-ce qu'il y a un accompagnement qui est prévu, quels sont les partenaires locaux, est-ce que c'est des gens qui sont un peu connus dans l'univers, ou est-ce que, comme par hasard, ils ont été créés il y a 2 mois. Bon, il y a un certain nombre de questions à se poser. On a une responsabilité aussi envers les pays dans lesquels on est censé se rendre. L'idée, encore une fois, c'est que l'engagement, ce soit quelque chose de positif pour soi, pour les gens qui vont nous accueillir, et que ça ne se soit pas, au contraire, une mauvaise expérience qui va vous dissuader ensuite de vous engager, ainsi que vos proches, puisque la communication pair à pair, ça marche bien quand c'est positif, mais également quand on a eu une mauvaise expérience. Donc voilà, je m'arrêtais là peut-être. Merci Lucie. Effectivement, on a vu il y a plein de dispositifs de volontariat possibles. Et faire un volontariat de qualité, ça passe aussi par un accompagnement des jeunes ou moins jeunes qui souhaitent s'engager. Cet accompagnement de la part des associations qui connaissent le terrain, il est primordial. Peut-être Claire de Ménard de Commerce Équitable France, tu veux nous dire un mot ? Oui, merci. Très rapidement, donc effectivement, moi je représente Commerce Équitable France, qui est le collectif français des acteurs de commerce équitable. Et pour répondre à la question, je dois ultra rapidement revenir sur ce que c'est que le commerce équitable et pourquoi il se préoccupe de sensibilisation et d'engagement. Le commerce équitable, c'est une démarche qui est économique pour garantir et qui vise à garantir un prix juste et un revenu décent aux producteurs et aux productrices. Petite spécificité, en France, cette démarche, qui est vraiment à l'initiative de la société civile à l'origine, elle est cadrée par une loi, en l'occurrence la loi ESS de 2014, et il y a quelques ajustements en cours dans le cadre de la loi climat. Et en fait, cette loi, elle a ceci de particulier pour une loi économique qu'elle mentionne parmi les principes du commerce équitable le fait que les acteurs du secteur s'engagent à éduquer les citoyens, les citoyennes aux enjeux de transformation des modes de consommation et de production. C'est une spécificité vraiment pour un mouvement qui traite de questions économiques, un mouvement d'acteurs économiques, d'avoir l'éducation au cœur de son projet. Et c'est pas une nouveauté, on n'a pas attendu la loi. C'est vraiment au cœur finalement de la mission des acteurs de commerce équitable. Aussi parce que en fait, c'est en lien avec une théorie du changement qui est la nôtre, qui est que pour changer la nature des relations commerciales et par là atteindre les 3 zéros qui sont le thème de la conférence du jour, en fait il faut non seulement mettre en place des alternatives économiques, des partenariats de commerce équitable, mais il faut aussi mobiliser des sociétés civiles. Et pour ça il faut que ces sociétés civiles elles soient sensibles à nos enjeux, évidemment, qu'elles aient l'information et qu'elles s'engagent à nos côtés. C'est-à-dire qu'elles soient investies dans nos thématiques. Alors il y a un gros axe pour nous qui est bien sûr la transformation des modes de consommation. Ça c'est quelque chose qui est très fort et un vrai marqueur identitaire chez nous, mais c'est pas le seul. On a aussi des enjeux d'avoir simplement des sociétés civiles qui soutiennent des politiques publiques qui soient favorables à un rééquilibrage des relations commerciales, pour la faire très court. Et donc cette théorie du changement, elle est portée par
toute la grande diversité des acteurs du commerce équitable, que ce soit des entreprises, des associations, des mouvements citoyens et des associations d'éducation. Et donc concrètement, comment on met en place ça? Qu'est-ce que c'est que faire de l'éducation au commerce équitable? Et c'est là que je vais entrer un peu dans les dispositifs et répondre, monsieur, à la question. On a plusieurs modalités en fait, d'intervention qui sont complémentaires. Pour faire ça, la première chose, je l'ai déjà rapidement mentionné, c'est de donner accès au savoir, en fait, à la connaissance. C'est pas évident, notamment pour des jeunes gens, mais pas que, même pour des adultes, de comprendre ce que c'est qu'une supply chain. C'est quoi comment est structurée une filière de production, d'importation et de mise en vente de cacao, de café ou que sais-je. C'est pas forcément quelque chose d'évident. Donc nous, on met cette information-là à disposition. Et plus important encore, le but, c'est de permettre aux participants de nos activités d'avoir une grille d'analyse, en fait. C'est pas juger l'info. C'est je transforme un petit peu mon regard sur le monde qui m'entoure, sur les produits de ma consommation quotidienne, par exemple, au prisme un petit peu de ces nouvelles informations, et je comprends le réseau d'interdépendance qui nous entoure. Donc ça, c'est la première étape, la première modalité, bien sûr. Il y en a une autre qui est un engagement un petit peu par l'action, la mise en mouvement. C'est-à-dire que c'est bien d'être récepteur d'une information, c'est bien aussi de faire. Et on a notamment deux dispositifs qui sont portés par nos membres. Le premier, c'est Jeunes ambassadeurs de commerce équitable, qui s'adresse à des collégiens et des lycéens, et qui est porté par la Fédération Artisans du Monde. Et le second s'appelle Génération équitable, qui lui cible plutôt des étudiants, et qui est porté par Faire un monde équitable et Max Havelaar France. Les deux dispositifs ne sont pas exactement les mêmes, mais ils ont en commun, en tout cas, d'avoir tout un accompagnement de groupes de jeunes volontaires à la mise en œuvre de projets et d'actions dans leur environnement immédiat autour du commerce équitable. Donc que ce soit, ça a été beaucoup évoqué chez Engagé et Déterminé, le fait de monter sa propre action d'éducation, donc aller sensibiliser ses pairs, créer un outil pédagogique, faire un événement, faire une conférence. Il y a aussi tout ce qui est activité un petit peu de plaidoyer ultra localisé, mais c'est une expérimentation du plaidoyer, c'est-à-dire aller voir l'administration de son lycée ou de son campus pour dire, par exemple, le café à la machine à café, ce serait bien qu'il soit équitable. Les repas à la cantine, ce serait bien qu'il y ait des produits équitables qui soient intégrés dedans. Donc les jeunes sont accompagnés avec des kits de mobilisation, de plaidoyer, etc., à la mise en œuvre d'actions très concrètes dans leur environnement immédiat et sur des projets qui durent plus ou moins une année scolaire, vu que, enfin voilà, il y a un accompagnement évidemment par les enseignants, etc. Donc on est sur cette temporalité-là. L'idée derrière, c'est que, en leur montrant qu'ils ont pu le faire une fois à leur échelle, une action en entraîne une autre. Enfin voilà, espérons. Et la dernière chose, et qui rejoint un petit peu ce qui a été évoqué par Arsanima tout à l'heure, on a un autre axe, un autre levier un petit peu, qui est tout ce qui est relatif un peu au sensible et effectivement à la rencontre. Nous, un truc qui est très fort, qui était très fort parce qu'on n'a pas pu le faire ces derniers mois, c'était les tournées de producteurs. C'est de faire venir les producteurs et les productrices en France et les faire rencontrer le grand public, des lycéens, des étudiants, enfin voilà, fonction de l'événement, il y a un peu de tout, de créer un lien social, une interaction directe en fait entre le producteur ou la productrice et les personnes qu'on vise à sensibiliser, et que d'un coup ces interdépendances super théoriques, super abstraites, etc., elles sont incarnées en fait. Et il y a une vraie personne en face, enfin voilà, c'est pas loin, c'est pas loin de nous, etc. C'est très très concret. Et donc nous derrière, on essaye de croiser ces approches de connaissances, d'actions, de sensibles, pour donner aux citoyens, aux citoyennes un petit peu tout un panel d'outils dont ils se saisissent. On espère, mais on n'est pas là pour les forcer, pour s'engager à leur tour et impulser une dynamique d'engagement, impulser un changement autour d'eux à différentes échelles. Voilà. Et quels effets ça produit, bon, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. On est en train de le mesurer là sur une première expérimentation. On a déjà quelques observations issues de projets précédents. Alors il y en a un qui n'était pas complètement attendu, mais qui est intéressant sur ces projets d'année, ces projets en milieu scolaire notamment. On a observé que ça permettait de lutter contre le décrochage scolaire. Parce que les méthodologies de projet, en fait, pour des jeunes qui ne sont pas forcément très à l'aise avec la forme scolaire, ça les réengage un petit peu, ça les remotive. Donc ça, c'était pas forcément notre intention première, mais ça produit ça. Et après, on a des constats empiriques. Simplement, on observe bien que pas mal de jeunes avec qui on a travaillé dans le cadre de leurs études ou de leur lycée, on les voit ensuite faire un service civique chez nous. Devenir bénévole dans une asso locale à côté de chez eux, faire un stage, s'orienter dans des filières de développement durable.
Enfin, voilà. Donc c'est très empirique à ce stade-là. Nous, on est en train d'y travailler à cette mesure de l'effet, mais on constate déjà des choses en tout cas. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Merci Claire. Alors peut-être que ce travail avec l'école, les collèges et les lycées, on pourra aussi en approfondir sur la dernière partie. Sur cette question de l'engagement citoyen, je ne sais pas si les autres intervenantes souhaitent ajouter des points, mais comme l'heure tourne, sinon je vous propose de passer à quelques questions de la salle, si certains d'entre vous souhaitent reposer des questions sur l'engagement volontaire. Est-ce que je peux dire un court mot, Claire? Peut-être juste, du coup, je vais refaire encore de la pub pour un outil qui a été créé, qui va vous aider en fait à se poser la question comment on encourage l'engagement des jeunes. EED porte avec plein d'autres organisations, notamment France Volontaire, avec plusieurs soutiens, Plan qui est présent, il me semble, un projet qui s'appelle Place aux jeunes, qui a fait un état des lieux sur comment on favorise la participation des jeunes pleine et entière dans les organisations de solidarité internationale. Et dedans, il y a plein de petits tips, plein de petits conseils qui peuvent vous aider à vraiment entrer dans une logique de comment on favorise et on encourage l'engagement des jeunes. Donc vraiment, c'est une lecture que je vous recommande grandement. Je confirme. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour, je travaille dans une fondation et je suis responsable de la solidarité internationale. Et on fait notamment des missions de développement à l'étranger. Un des points que je voulais mettre en évidence, c'est qu'au-delà de l'appétence et de la réponse à l'appétence, qui est parfois contrariée par les problématiques sanitaires, les problématiques financières, il y a aussi la question de la compatibilité avec la vie professionnelle, notamment pour des jeunes professionnels. Et un point qui n'est peut-être pas suffisamment mis en avant, c'est la notion de compétence. C'est-à-dire que le fait de s'engager, et c'est un peu le reflet de ce que vous disiez pour les jeunes au lycée, le fait de s'engager en solidarité internationale, y compris sur ses congés, parce que c'est aussi possible de le faire quand on a la chance en France d'avoir 5 semaines de congés, aux États-Unis c'est 2 semaines tous les 2 ans, quand on peut effectivement s'engager sur ses congés pour aller faire une mission avec les précautions que vous avez soulignées, c'est-à-dire avec des organismes ou des partenaires qui soient fiables, solides, enracinés, avec un impact, avec toutes ces précautions qui sont effectivement indispensables. Mais à ce moment-là, on va développer, acquérir ou mettre en œuvre des compétences. Et ces compétences, il est important d'apprendre à les valoriser dans le monde professionnel. J'insiste là-dessus parce que sur un CV ordinaire, tout ce qui n'est pas professionnel, on le met en bas de CV ou en pied de CV. Et ce n'est pas très valorisant. La Jeune Chambre économique française a développé un modèle de CV à 2 colonnes. Une colonne professionnelle et une colonne extra-professionnelle. Je vous encourage à le faire, parce que c'est un vrai challenge. D'abord parce qu'au début, la colonne est toute vide. Et puis parce qu'après, on va aller chercher dans ses propres expériences les compétences qu'on a maintenues, développées, acquises. Voilà, donc portons le message à tous les gens qui s'engagent que c'est aussi une façon de développer les compétences et peut-être par ailleurs de découvrir des pistes de développement professionnel ultérieures différentes. Pour rapidement répondre, et puis ensuite je vois que ma collègue aussi, nous notamment sur cette question des compétences, un truc qu'on observe, c'est que nos dispositifs en lycée, là où ils marchent le mieux, c'est en lycée professionnel. Parce qu'en fait, on a des incarnations très concrètes sur de la vente. Donc on va avoir du montage de boutiques pédagogiques, on va avoir aussi dans les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. On a une chocolaterie pédagogique à Nantes qui travaille avec des producteurs camerounais de cacao, c'est pas de l'équitable, c'est une filière solidaire, mais on y est presque. Voilà, et aussi les lycées agricoles. Et en fait, nous, c'est là qu'on a le plus de résonance directe avec le quotidien des jeunes gens et leurs intérêts, et où ils vont en fait nous voir comme effectivement un sujet intéressant, etc., mais aussi une occasion d'explorer autrement les compétences professionnelles qu'ils sont en train d'acquérir. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez conscient chez nous, en tout cas, parce que c'est là qu'on a des demandes, en fait. Oui, non, merci pour ces éléments parce qu'effectivement c'est très important. La question des compétences, elle est très vraie pour des dispositifs comme le volontariat de solidarité internationale ou les congés de solidarité. Clairement, sur les VSI, on est sur des gens qui s'engagent, qui ont plus de 30 ans, bac plus 5, une expérience avérée. Pour les congés de solidarité, c'est souvent lié à l'emploi actuel. Et c'est vrai que les choses changent en termes de reconnaissance dans le milieu professionnel. Il y a quelques années, un volontariat solidaire était vu
vue comme une expérience de tourisme pour se faire plaisir. Aujourd'hui, ça s'assume beaucoup plus, mais il y a encore de la marge. Et effectivement, il faut que les gens qui ont vécu ces expériences l'assument sur leur CV, le fassent vivre. Moi, j'ai déjà recruté une personne qui avait une expérience très intéressante et ça s'est avéré être un service civique, mais elle ne l'avait pas mentionné sur son CV. Du coup, pendant l'entretien, j'ai compris que c'était un service civique et on en a discuté. Je lui ai dit, mais il faut le mettre, c'est important. Et en plus, quand on cherche un emploi dans le domaine de la solidarité internationale, il faut le dire. C'est quelque chose qui parle parce qu'on est aussi dans un contexte où les soft skills sont davantage pris en compte qu'ils ont pu l'être dans le passé. Et effectivement, une expérience de volontariat, ça nous apporte, on met des compétences à profit des partenaires et des structures dans lesquelles on est déployé, mais on développe aussi énormément de savoir-faire, de savoir-être, et ça c'est important de le savoir. C'est vrai qu'on parlait des États-Unis, les Peace Corps, c'est quelque chose qui est très positif sur un CV et qui est vraiment mis en valeur. Après, on va continuer à travailler avec nos membres sur cette dimension-là pour faire davantage reconnaître aussi cette valeur ajoutée du volontariat dans un parcours. Et je voudrais juste ajouter qu'au sein de l'éducation nationale aussi, c'est un enjeu, c'est-à-dire que le parcours professionnel, c'est après, mais aujourd'hui, ça commence enfin, on commence à se rendre compte que les jeunes qui partent un an, ils peuvent le valoriser dans leur parcours d'études. Et ça, je pense qu'il faut aussi qu'on appuie sur ces points-là. Ouais. Oui, c'était un peu le sens de ma question suivante, c'était comment est-ce que vous envisagez ou est-ce que vous faites déjà de la sensibilisation auprès justement des enseignants parce qu'en fait, vous me dites que les lycées professionnels ça marche mieux que les lycées ou les collèges et ça ne m'étonne pas pour connaître un peu les cultures professionnelles des trois milieux. Et donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi auprès des enseignants. Vous voyez, même en termes d'accès à la professionnalisation, au stage de troisième, etc., on a beaucoup de mal au collège à faire passer un petit peu le message qu'il faut qu'il y ait une certaine porosité entre le monde scolaire et le monde de l'entreprise. Donc en plus ça semble possible de mieux passer si c'est en plus sur de l'engagement, sur des objectifs éthiques. Voilà. C'est toute la question de l'apprentissage par l'expérience, que les lycées agricoles ont complètement intégré dans leur pédagogie et que je pense que l'éducation nationale ferait bien de regarder plus sérieusement. Parfaite transition avec notre dernier point, qui est comment mieux travailler en réseau avec l'éducation, le réseau de l'école, comment lier éducation formelle et informelle pour mieux sensibiliser à la solidarité internationale. Et du coup, je repasse tout de suite la parole peut-être à Cécile. Bon, assez humblement, hein, je vais plus laisser la parole à mes collègues, mais nous, du coup, les projets qu'on mène, donc là, le prochain projet, c'est donc un projet sur des parcours de femmes, 24 heures de la vie d'une femme, et on considère souvent que nous, on est un prétexte à générer des liens de transversalité entre des mondes qui ne se parlent pas forcément. Donc on travaille beaucoup, donc là on est accompagné par des ONG comme Plan, l'UNICEF, l'Institut de recherche et développement, CARE et Equipop. Et j'espère d'autres, là, mes partenaires à côté, je crois qu'on va les embarquer un peu. Et l'idée après, c'est qu'on travaille avec les collectivités territoriales, les villes, les régions, les services de relations internationales. Quand on arrive et qu'on présente notre dossier, on est à la croisée, donc il se repasse un peu, puis finalement, on met tout le monde autour de la table, de la question du genre, de la question de la culture, des relations internationales, de la solidarité sur le territoire. Et du coup avec les associations aussi des territoires, donc là on va mettre en rapport des assos de relations internationales du réseau des RRMA, c'est un peu du jargon mais pour ceux qui connaissent, et des assos sur la question des femmes aussi. Donc nous, voilà, c'est ça qui nous plaît, c'est de créer cette espèce d'alchimie de laboratoire et après de pouvoir donner des pistes à chacun pour s'engager. Donc c'est à cet endroit-là qu'on espère en tout cas créer un maillage sur les territoires qui puisse donner des choses concrètes sur les territoires en lien avec les acteurs. Donc la logique de réseau, elle est évidemment encore le lien humain indispensable au déploiement. Merci Cécile. Je ne sais pas, peut-être Claire, si quelque chose à ajouter. Effectivement, cette question du lien à l'éducation formelle ou informelle et informelle, et comment on s'articule pour avoir le plus d'impact possible. Pour nous, c'est évidemment un besoin de multiplier nos espaces d'intervention, c'est-à-dire d'aller dans un maximum d'endroits. Alors pour
très vulgairement faire du chiffre, d'une part, mais c'est pas que ça du tout. C'est aussi pour bénéficier en fait, des spécificités de ces espaces. Je m'explique rapidement. Nous, on intervient aujourd'hui à travers nos membres en milieu scolaire. Par exemple, la Fédération Artisans du Monde, chaque année, c'est environ 25 000 jeunes sensibilisés en milieu scolaire. Donc, c'est pas complètement négligeable. Hein. Et c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce que ça permet de s'articuler au programme scolaire, d'intégrer ça dans des séquences de cours, de travailler avec les enseignants, ce que vous évoquiez, de faire le lien avec les politiques publiques qu'il peut y avoir autour de l'EDD aujourd'hui. Donc tout ça, c'est évidemment très riche, mais c'est malgré tout un cadre qui est un petit peu contraint par certains aspects. Alors c'est tout bête, mais déjà matériellement, on est dans une salle devant des tables. Parfois, on a des démarches d'éducation populaire qui nécessitent des espaces un peu différents, qu'on puisse bouger, qu'on puisse... Bon, avec le Covid moins, mais s'empiler les uns les autres, enfin voilà, c'est très mobile, très dynamique, etc. Et donc c'est aussi intéressant d'aller en camp scout, par exemple, d'aller dans les colonies de vacances, dans les espaces d'accueil de la jeunesse au sens très large, les centres d'animation, etc. Et aussi d'aller chercher d'autres publics aussi plus âgés. Nous, on travaille avec les étudiants également, donc les campus, les associations étudiantes, les jeunes actifs. On va dans les bars. On va chercher les gens pendant qu'ils boivent un coup. On va dans les tiers-lieux, etc. Enfin voilà. Donc c'est vraiment en additionnant un petit peu tous ces modes d'action que nous, on espère arriver à une démarche un peu globale qui va à la fois toucher un maximum de personnes ou de typologies de personnes différentes en tout cas, et qui va aussi bénéficier de ce qu'apporte chaque contexte. Voilà, un programme scolaire, une convivialité, voilà, il y a plein de modalités différentes. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, c'est un chouïa ambitieux et on ne peut pas tout faire tout seul. Donc le réseau là-dessus, il est évidemment fondamental. Nous, on a besoin de compétences croisées, on a besoin de mutualiser les moyens, on a tous ces besoins-là. Et le choix qui a été fait chez Commerce Équitable France a été de monter un consortium d'acteurs. Donc aujourd'hui, on porte un programme éducatif qui s'appelle Faire Futur, qui réunit 10 organisations de commerce équitable et qui vise à sensibiliser en 3 ans 100 000 jeunes de moins de 30 ans au commerce équitable, et qui réunit 10 organisations, donc je l'ai dit, membres chez nous. Il est soutenu par l'Agence française de développement, et ces organisations, elles sont super diverses. Je vois 10 minutes au fond, je vais vite. Elles sont super diverses, pourquoi ? Parce qu'on va avoir aussi bien des grosses structures assez installées, assez anciennes, comme Max Havelaar France, comme la Fédération Artisans du Monde, et des toutes petites associations, parfois aussi spécifiques à une thématique. On a les acteurs du tourisme qui travaillent avec nous, du tourisme équitable. On a des petites assos ultra-locales, un centre de documentation parisien. Et donc on a toutes ces géométries variables, alors qui correspondent à autant de compétences qu'on peut mettre au pot commun, mutualiser, on peut coopérer, c'est super, on se forme, etc. Mais c'est aussi, ce consortium, il nous permet quoi ? Il nous permet de financer toutes ces structures. Et c'est un peu le nerf de la guerre, hein, on l'a dit tout à l'heure. Mais toutes ces structures n'auraient pas été éligibles à un financement de l'Agence française de développement toute seule. Et donc en fait, ce consortium, il nous permet ça, il nous permet de structurer tous ces acteurs qui vont au contact des jeunes, de valoriser ces compétences, de les pousser un petit peu à aller plus loin, plus fort, etc. Et ça, c'est ultra important. L'autre truc qui rend le réseau chez nous, il est vraiment fondamental, et il est un peu complexe parce qu'on a ces 10 acteurs, et certains d'entre eux, sont eux-mêmes des têtes de réseau. Donc ils ont leurs propres associations locales partout sur les territoires. C'est le cas d'Ingénieurs sans frontières, c'est le cas d'Artisans du Monde, c'est le cas d'un autre réseau qui s'appelle Faire un monde équitable. En tout, c'est 150 assos locales à peu près. Et c'est la même chose. Comment on finance, comment on outille, comment on permet à ces associations locales de coopérer, comment on s'appuie sur leurs compétences spécifiques, leurs territoires, qui ne sont pas les mêmes évidemment, un territoire rural, un territoire de grande ville, etc. Donc comment on met tout ça un petit peu au pot commun pour faire plus, pour faire mieux, etc. Même chose. Même question, même sujet et même besoin. Et la dernière chose, évidemment, c'est on ne fonctionne pas non plus en vase clos commerce équitable. On travaille avec d'autres acteurs qui travaillent sur d'autres thématiques connexes, donc de CSI bien sûr, qui travaillent peut-être autour de la bio, qui travaillent sur tout plein de sujets. Et c'est à nouveau le même exercice, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les complémentarités entre eux et nous. Qu'est-ce que vous savez faire qu'on ne sait pas faire ? Par exemple, nous, on n'est pas très à l'aise avec certains publics dits éloignés, les publics en situation de handicap. Ça va être aller se rapprocher d'une association qui s'y connaît, qui va pouvoir nous former, nous accompagner et nous aider à aller faire ça. Et à l'inverse, c'est réciproque évidemment, des acteurs qui travaillent sur l'alimentation vont être preneurs de nos outils pédagogiques, de nos expertises, de notre connaissance des filières, de nos exemples et de nos témoignages de producteurs, ça c'est un truc qui marche bien. Et voilà, et donc on a besoin de ce réseau vraiment pour pouvoir aller dans les espaces de l'éducation formelle, dans les espaces de l'éducation informelle, d'y aller bien
d'être en capacité de faire les choses le mieux possible, en bénéficiant des compétences de tous les gens qu'on essaye de réunir, et d'y aller dans des bonnes conditions, donc en mutualisant un maximum les moyens, ici à travers le consortium cofinancé par l'AFD, mais il y a certainement d'autres modalités qui peuvent être envisagées. Et je m'arrête là, j'espère que ça va pour le temps. Nous, c'est Commerce Équitable France, le réseau. Non, mais le consortium. Faire Futur. Faire Future, voilà. Merci Claire pour ces témoignages et ces expériences. Je pense que ça sera très utile à un grand nombre de personnes. Est-ce que peut-être on passe à une dernière série de questions? On est effectivement bientôt à la fin de la session. C'est l'occasion pour vous de poser les questions sur cette thématique de l'éducation formelle-informelle, mais aussi, si vous avez des remords, revenir peut-être sur les 2 premiers temps. Donc à vous la parole. N'hésitez pas. J'ai une question qui pique un petit peu. C'est savoir les catégories socio-professionnelles que vous touchez. Parce que, enfin, je pense qu'il y a un véritable enjeu, enfin, dans les quartiers prioritaires de la ville, par exemple, où on sait souvent que ces dynamiques, on va dire, de faire pour les autres, de faire ensemble, etc., sont plus partagées par les CSP plus élevées, mais qu'elles existent bien sûr dans les CSP moins favorisés, et donc et que c'est en plus un levier plus important, justement, à mon avis, d'insertion, de dynamisme scolaire, etc., etc. Voilà. Donc est-ce que vous avez des données là-dessus ou des actions particulières? Moi, je donnerais juste un petit témoignage d'expérience qui est quand on a présenté le projet à Marseille au Doc des Suds, on avait beaucoup de classes des zones des quartiers nord et ils étaient tellement enthousiastes. Enfin, je veux dire, voilà, ce mode de tout d'un coup se glisser dans un personnage, c'est très marseillais. Alors à Strasbourg, c'est plus pudique, mais à Marseille, ça y va. Et donc là, on n'a pas tellement d'inquiétude sur le fait qu'ils viennent et qu'on s'adresse vraiment à ces publics-là par ce mode de sensibilisation où justement on leur dit on ne va pas vous tester, on est juste là pour vivre quelque chose. Et je pense que ça répond bien à cette espèce d'enjeu qu'on peut trouver en termes d'éducation qui est plus... Enfin voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas ça parle bien à ces publics-là et nous, c'est nos publics cibles prioritaires. Peut-être pour faire hyper rapide, nous on a un public très privilégié, des étudiants qui peuvent s'engager, qui ont le temps, qui ont de la disponibilité. On a beaucoup travaillé dessus en y réfléchissant. Pour autant, on a quand même de la diversité dans les jeunes qui s'engagent, parce qu'on a beaucoup de jeunes issus de l'immigration aussi qui sont dans des assos de diaspora ou qui se regroupent. On a développé depuis 2 ans un programme d'accompagnement des éducateurs jeunesse, parce qu'on n'a pas le savoir-faire des publics éloignés. Par contre, on a les outils, on a les techniques d'animation, on a la méthode et on peut soutenir les éducateurs qui, eux, savent travailler avec leurs jeunes pour les amener à monter des projets solidaires ou les amener à rentrer dans des démarches de CSI. Donc c'est plutôt de la formation d'éducateurs et d'accompagnateurs parce qu'ensemble on est plus fort avec les compétences techniques de chacun. Donc voilà, nous c'est notre logique à eux aider en complémentarité. Ouais, nous, effectivement, on a un public qui est déjà relativement sensibilisé à la mobilité à l'international, notamment sur des VSI ou des congés de solidarité, mais on a mené des projets pour essayer d'aller chercher des publics un peu plus éloignés. Je parlais tout à l'heure du projet ambassadeur de l'engagement avec les missions locales. Clairement, on avait des jeunes qui étaient en décrochage, qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, et c'est vrai quand on a des exemples de jeunes qui partent 6 mois au Cambodge, une jeune femme qui est revenue et a réussi à intégrer une école d'infirmière et a énormément pris confiance en elle. C'est des histoires qu'on a envie de voir encore davantage. On a aussi avec nos partenaires européens, parce que France Volontaire, on est la plateforme française, mais on travaille énormément avec d'autres organisations de volontariat à l'international. Il y a des choses intéressantes qu'on a pu apprendre, notamment des Britanniques. Ils ont un projet ICS qui va chercher, alors là ils vont même chercher des jeunes en sortie de prison, réinsertion. Là on est sur des sujets assez lourds, mais justement avec un effet amplificateur très, très intéressant. Par contre, des besoins d'accompagnement très spécifiques aussi à mettre en place pour faire en sorte d'arriver à accompagner ces jeunes qui ont beaucoup de freins dans la tête aussi. Donc ça, c'est important de les rassurer, de lever tout ça et faire en sorte que l'expérience se passe au mieux. Et pour finir, nous, c'est
Un petit peu pareil, évidemment, sur les étudiants, on est sur un public étudiant disponible, voilà, avec un peu les mêmes types de profils. Pour le reste, on a quand même un lien historique avec nous, l'enseignement catholique privé, qui fait qu'on n'est pas forcément en QPV en quartier prioritaire de la ville, hein, enfin c'est pas un gros volume. C'est un sujet qui nous anime énormément, de diversifier un petit peu nos audiences, sur lequel on se pose beaucoup de questions. Ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas y aller seul, parce qu'effectivement, il y a des compétences qui sont nécessaires pour y aller. Donc voilà, il s'agit de se marier avec soit des acteurs de l'ECSI qui ont un peu plus cette habitude-là, soit avec des acteurs qui ne sont pas du tout de l'ECSI, mais qui par contre sont des médiateurs complètement au top, qui connaissent bien leur public, etc. Faut faire un peu les deux. Hein. Et la dernière chose, parce que ça a été mentionné tout à l'heure et on est en réflexion là-dessus, nous, il y a aussi tout ce qui est sur les stages de 3e pour les élèves des réseaux de l'éducation prioritaire. Nous, on a la chance d'être un collectif dont une partie des membres sont des entreprises de l'économie sociale. On a aussi évidemment des associations qui peuvent accueillir des stagiaires. Mais il y a ce côté découverte du monde de l'entreprise dans lequel on peut s'insérer en disant venez découvrir les métiers de commerciaux, mais un peu différents. Chez Biocop, chez Etikable, chez nos membres qui sont des acteurs économiques. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler avec des associations qui travaillent sur cette question de l'orientation scolaire et professionnelle. Mais c'était pas complètement prévu dans le projet, donc c'est un petit bébé pour l'instant. On y travaille. Et je me permets aussi, puisqu'il y a un dispositif qui me tient à cœur dans la palette des dispositifs de volontariat qui ont été présentés, notamment le JSI VVVSI. VVVSI qui veut dire Ville, Vie, Vacances, et qui est à la base un dispositif pour les jeunes des quartiers prioritaires. Donc on a vraiment des publics très différents qui peuvent s'engager en volontariat, pas seulement des publics privilégiés, mais tout type de publics. Encore un terrain pour les sensibiliser pour les vacances. On y va, nous on travaille avec les acteurs du tourisme, on est partout. Peut-être une toute dernière question, s'il y en a, avant de clôturer cette session. Personne? Oui. Merci. Bonjour. Pardon pour mon français, c'est pas super, donc désolée. J'ai une question un peu sur l'impact aussi. S'il y a un indicateur aussi pour l'impact de ces services, par exemple dans les pays où ces volontaires ils vont voyager, comment vous faites ça? Et oui, parce que normalement il y a des impacts par rapport aux numéros, aux chiffres, mais on sait qu'à long terme ça fonctionne pas trop bien. Et je voudrais savoir comment vous faites. Merci. Oui, merci. On en a parlé un petit peu tout à l'heure sur la question des indicateurs qu'on essaie de mettre en place en lien avec le développement durable pour voir effectivement quel impact le volontaire peut avoir. Effectivement, dans les pays, à partir du moment où on travaille, comme on travaille avec des partenaires locaux, souvent on est sur des missions qui font partie de projets plus globaux pour lesquels il y a des indicateurs, pour lesquels on prend en compte effectivement le côté quantitatif, clairement, mais on essaie au maximum, et ça c'est vraiment un travail de proximité. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais nos espaces volontariés sont vraiment au contact chaque jour avec les volontaires, les organisations sur le terrain, pour justement les former quand ils arrivent, faire un bilan quelques mois plus tard, refaire un bilan un peu plus tard, et dans ce bilan, on sort un peu de tout ce qui est indicateur, chiffres, projet, pour aller sur du ressenti, pour essayer d'estimer aussi les liens qui ont pu être créés. Est-ce qu'on a un volontaire qui est bien intégré avec le partenaire, avec la communauté locale? Au contraire, est-ce que c'est encore un peu difficile? Et à ce moment-là, on essaie d'intervenir pour fluidifier les choses. Parfois, il y a des choses en lien avec l'interculturalité, des incompréhensions qui peuvent se produire, et on joue ce rôle un peu de médiation pour faire en sorte d'améliorer les choses. Et encore une fois, avant le retour et au retour, on a un temps de suivi avec les volontaires pour leur demander de s'auto-évaluer sur voilà, est-ce que j'ai pris confiance en moi, est-ce que j'ai découvert une nouvelle culture et j'ai vraiment réussi à rentrer dans le sujet. Au contraire, est-ce que j'ai été balancé dans un pays et j'ai pas réussi à rentrer dans cette culture locale,
volontariat, ça peut arriver aussi, hein, c'est quand même plutôt rare, mais ça peut arriver. Est-ce que je suis plus autonome aujourd'hui? Est-ce que en sortant de cette expérience de volontariat, je me sens capable d'aller affronter la vie professionnelle, d'aller m'engager avec peut-être un sentiment de légitimité que j'avais pas avant, parce que je me disais que voilà, c'était intéressant la solidarité internationale, mais j'avais pas d'expérience. Voilà, donc on essaie d'avoir cet accompagnement au quotidien qui, au-delà du quantitatif pur, permet d'apprécier un peu les choses qui sont difficiles à attraper via des indicateurs, par des outils d'auto-évaluation remplis par les volontaires et qu'on propose aussi aux organisations locales. En fonction de la taille de l'organisation, parfois on a plus ou moins de succès sur le fait de remplir ces tableaux-là, mais ça n'empêche pas que nos collègues sur le terrain font cet accompagnement vraiment au quotidien. On a le temps pour une dernière question, peut-être? Allez, une toute dernière. Merci beaucoup. Je vais être très rapide. Donc, bonjour, je travaille pour une association qui fait de la réinsertion pour justement des personnes détenues et sortant de prison. Et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, et notamment par rapport au QPV. Est-ce que, au sein d'organisations comme les vôtres, vous avez aussi des parcours d'insertion pour des personnes qui sont justement très éloignées du monde du travail, comme des personnes sortant de prison, pour pouvoir aller faire du volontariat directement sur place, sur le terrain, et ça demande du coup un autre accompagnement aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Merci. Alors, là, comme ça, de tête, là-bas sur le terrain, pas à ma connaissance, ce qui ne veut pas dire non, mais là, j'ai rien qui me vient. Par contre, on a des entreprises en France de commerce équitable qui sont des structures d'insertion. Je pense notamment à Jardin de Gaïa qui fait des thés. Alors, c'est en Alsace, en tout cas, c'est dans l'Est. Et c'est une entreprise d'insertion. Donc c'est des acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc ils sont tous assez attachés globalement à ces valeurs-là. Donc on a des choses comme ça. Après, est-ce que c'est spécifique pour les détenus et est-ce que ça va à l'étranger? Là, je ne suis pas complètement en capacité de répondre. Voilà. Et on remet le panneau fin. Effectivement, le panneau fin nous indique qu'il est temps de clôturer cette session. Si vous avez des questions par la suite, vous pourrez revenir vers nos intervenantes. En tout cas, pour le ministère, le soutien à ces démarches de CSI et d'engagement volontaire sont un enjeu fort de notre politique de développement et de coopération. Donc, il nous tenait à cœur de pouvoir organiser cette session aujourd'hui. Donc, merci à vous d'avoir été présents et un grand merci à nos 4 intervenantes et très bonne journée à vous pour la suite.